Messi, c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Le JT Sport, votre rendez-vous sportif préféré qui fait le tour des actualités de la semaine pour votre plus grand plaisir. Moi, c'est Léopold Pétier et comme chaque semaine, nous sommes composés d'une équipe de choc. Ils ne sont pas tous sportifs mais ont au moins la passion. D'abord, Daniel et Jean-Côme nous guideront dans l'actualité toulousaine. Ensuite, Nicolas, notre sudiste à l'accent chantant, nous fera un petit détour par Bercy afin de nous parler de la montée en puissance d'Hugo Humbert. Quentin Girard mettra lui le turbo pour nous balancer ses brèves croustillantes. Et bien sûr, nous ne pourrons pas faire l'impasse sur Carla Lepage qui nous bercera avec son indissociable équitation. Le tout agrémenté d'une interview exclusive, celle du président de l'hippodrome de Toulouse. Et pour finir en beauté, comment ne pas parler de la controverse liée au Ballon de Oro 2024? Théo de Souza et Romain Bréban essaieront d'en débattre à la loyale avant de terminer par le traditionnel petit jeu. Alors préparez-vous pour une quinzaine de minutes qui vous tiendront en haleine et pour ne pas perdre de temps, place à Daniel. Comment vas-tu ? Eh oui, ça va très bien, surtout depuis la victoire du Stade Toulousain Basket à domicile ce mardi 29 octobre contre Pôle France sur le score de 77-65. C'était dans le cadre de la 9e journée du NM1 et ce match, il a été compliqué. Mais heureusement que l'on peut compter sur Camille Jean. Il a réalisé une deuxième mi-temps exceptionnelle. C'est simple, il était partout sur le terrain. Rien que sur la deuxième période, il a inscrit 15 points et il a volé 4 ballons. Pour Thibaut Gautin, joueur du Toulouse Basket, le match s'est joué sur quelques détails. La différence, c'est la hargne et l'application. On a su mettre les ballons où il fallait. Et personnellement, je pense que le 3e et le 4e quart-temps étaient meilleurs que la première mi-temps. Pour Pôle France, le bilan s'alourdit. Une petite victoire pour 9 défaites. Nathan Soliman, joueur à Pôle France, il voit pas la vie en rose. Là, c'est un début de saison qui est plus ou moins difficile. On a tendance à mal commencer les matchs, surtout le premier quart-temps et le 3e. C'est surtout ça qui nous a tués. Si vous voulez voir les Toros, ils joueront dans le Grand Palais à Toulouse ce 15 novembre contre Angers. Et du côté du TFC, on croque la vie à pleines dents, n'est-ce pas Jean-Côme ? En effet, du moins c'était le cas pour Ludovic et moi aux commentaires lors du match entre le TFC et le Stade de Reims. Après une première mi-temps sans grosse occasion, le compteur s'est débloqué avec l'unique but des Toulousains à la 84e. Je vous propose d'écouter l'ambiance survoltée du stade au moment du but. Enfin pouvoir se débloquer sur cette action, attention, il revient au centre. Pour Gabriel Soissot. Gabriel Soissot qui va en lancer profondeur, attention. Le but de Zakaria Bourlal sur la passe décisive de Gabriel Soissot. Il est arrivé. Il y a Diouf qui a essayé de s'interposer, mais il le lobe sur ce magnifique but de Zakaria Bourlal. Et c'est plutôt mérité sur cette deuxième mi-temps. 1-0 pour le TFC. Résultat final donc 1-0 pour Toulouse et des précieux points pour sortir du fond du classement. J'en profite également pour vous rappeler que vous pourrez retrouver EJT Sport sur YouTube et Facebook en direct pour commenter les grands événements sportifs de Toulouse tout le long de l'année. Merci à vous deux pour vos retours, une semaine heureuse pour nos fans du ballon rond, une équipe qui renoue avec la victoire et l'autre qui confirme sa bonne lancée, il y a de quoi s'enthousiasmer. Et maintenant, direction la capitale, il me semble que la France a plus ou moins brillé ce week-end avec la petite balle jaune. Peux-tu m'en dire plus, Nicolas ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le conte de fées ne s'est pas achevé comme espéré pour Hugo Humbert. Arrivé en finale du Rolex Paris Master, le Français a été sèchement battu par l'Allemand Alexander Zverev. Numéro 3 mondial et finaliste du dernier Roland Garros, Zverev n'a pas fait dans la dentelle et a expédié la finale en 2-7. Score final 6-2, 6-2. Il s'agit de son 7e sacre en Master 1000. Apparu complètement émoussé et hors du coup lors de cette dernière étape, Hugo Humbert aura tout de même fait vibrer les supporters tricolores tout au long de la compétition, avec comme point culminant sa victoire contre Carlos Alcaraz en 8e de finale. Et au-delà de la prestation d'Hugo Humbert, ce Master de Paris semble être signe d'espoir pour l'ensemble du tennis français. Tout à fait Léo. Généralement habitués à sortir au premier et deuxième tour, les tennismen français ont quelque peu surpris leur monde avec pas moins de 5 joueurs qui se sont hissés en 8e de finale. A noter que ces beaux parcours à l'Accor Arena font suite à la sensation Giovanni Impeci-Péricard, récemment sacré au tournoi de balle en Suisse. Qualifié de meilleur serveur du monde par un certain Carlos Alcaraz, le colosse dépassant le double maître connaît une ascension fulgurante en 2024 avec 2 titres en tournoi et le top 30 du classement ATP dans le viseur. Prémisse d'un avenir radieux pour le tennis français ? On l'espère en tout cas.
Et en parallèle des tennismen, nos pilotes de Formule 1 ont eux aussi fait parler d'eux ce week-end. Il s'agit d'un week-end totalement fou auquel nous avons assisté du côté du Brésil. Jusque-là en difficulté avec leur monoplace, les 2 pilotes de l'écurie alpine ont tout simplement marqué l'histoire au Grand Prix de Sao Paulo. Partis respectivement en 4e et 13e position sur la grille de départ, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont sorti le grand jeu pour finalement compléter le podium derrière le triple champion du monde en titre Max Verstappen. Il s'agit de la première fois en 27 ans que 2 Français se partagent le podium en Formule 1. Sous un véritable déluge, la course a été interrompue à plusieurs reprises suite au crash de Franco Colapinto puis de Carlos Sainz. Mais les pilotes français ont su dompter les intempéries pour offrir le premier podium de la saison à l'écurie. Grâce à cette superbe performance, Alpine fait un énorme bond au classement constructeur et se hisse désormais à la 6e place. Une véritable bouffée d'air frais. De son côté, Max Verstappen assène un gros coup de massue au Britannique Lando Norris qui a terminé 6e malgré un départ en pole position. Avec ce premier succès depuis le Grand Prix de Barcelone en juin, le pilote phare de Red Bull stoppe l'hémorragie et recreuse l'écart au classement avec son poursuivant. Possédant 62 points d'avance à seulement 3 Grands Prix de la fin, le Hollandais a sûrement fait le plus dur en vue de la victoire finale et pourrait même être titré dans 3 semaines du côté de Las Vegas. Merci beaucoup Nicolas. Avec une prestation comme celle-ci, on ne pouvait pas passer à côté de ces infos. En parlant de tennis, il y en a un qui va essayer d'être aussi rapide que les revers du Humbert ou que Esteban Ocon sur la piste ce week-end. C'est Quentin Girard. Salut Quentin. Salut Léopold, et cette semaine dans les brèves, on a décidé de ne pas brusquer nos auditeurs en continuant sur le sport automobile. Ce samedi 2 novembre avait lieu la dernière course du championnat du monde d'endurance à Bahreïn. Et un gros retournement de situation s'est produit. Alors que Porsche était en tête du championnat constructeur, Toyota est repassé devant pour 2 petits points, glanant ainsi son 6e titre consécutif. Mais pas d'inquiétude, Porsche se console avec la victoire finale au classement pilote de notre Français Kevin Estre. À 36 ans, il devient le 4e Français à être sacré champion du monde de la discipline. Du côté de la MotoGP, le suspense est toujours d'actualité à une semaine du dénouement de la saison. Ce dimanche 3 novembre, le circuit malaisien de Sepang n'a pas permis à Jorge Martin et son dauphin Fernando Bagnaia de se départager. Malgré plusieurs dépassements en début de course, l'Espagnol s'est finalement incliné face à la foudre Bagnaia et devra rester concentré le week-end prochain pour ne pas voir ses rêves de titre s'envoler. Déjà, avant de connaître le lauréat 2024, la direction de la MotoGP doit trouver un circuit remplaçant au Grand Prix de Valence, annulé après les graves inondations qui ont frappé l'est de l'Espagne cette semaine. En natation, le petit bassin lui réussit toujours aussi bien. À l'occasion d'une épreuve de Coupe du Monde à Singapour, Léon Marchand s'est offert un nouveau record du monde en 200 mètres 4 nages ce vendredi 1er octobre, rayant ainsi le chrono de l'Américain Ryan Lochte. Déjà triplement couronné à Shanghai et Incheon, le Toulousain a également remporté le 400 mètres 4 nages et battu le record d'Europe du 100 mètres 4 nages le même week-end. Voilà une besace bien remplie. Enfin en cyclisme, les Toulousains ont le sourire. La ville rose a été désignée ville de départ et ville d'arrivée de la 11e étape du Tour de France 2025. Dévoilée ce mardi 29 octobre, la route du Tour débutera de Lille le 5 juillet, pour ensuite emprunter les routes normandes, pyrénéennes et alpines jusqu'au mythique Champs-Élysées le 27 juillet prochain. On a hâte. Eh bah dis donc, la course a vraiment été au cœur de l'actualité sportive. Entre la moto et le WEC, on espère que nos auditeurs ont trouvé leur dose d'adrénaline. Mais puisqu'on en veut toujours, il y en a une qui a dû sauter de joie la semaine dernière, c'est Carla et sa passion pour l'hippisme. Salut Carla. Salut Léopold, bonjour à tous. Eh bien oui, on a sauté de joie, c'est le cas de le dire. Jockeys et chevaux nous ont régalé ce jeudi 31 octobre puisque EJT Sport avait rendez-vous à l'hippodrome de Toulouse. On a eu droit à un programme époustouflant, le steeplechase d'automne, la coupe des élevages arabes parrainée par le cheikh Al Nahyan du Qatar, la soirée d'Halloween bien sûr, et un événement tout particulier dont on va parler dans cette carte blanche. Il s'agit des cravaches d'or. Mais d'abord, petit tour d'horizon avec le président de l'hippodrome de Toulouse, Manuel Danmar. C'est essentiellement tourné vers les chevaux arabes. Donc c'était une très très belle réunion. Il y a une course groupe 1 de chevaux arabes. Donc c'est l'élite des chevaux de course dans au niveau des pur sang arabes. Et il se trouve que c'était le 31 octobre. Donc on s'est dit, tiens, ça serait sympa d'en faire en même temps, de faire profiter les jeunes, les enfants de l'univers de l'hippodrome qui est absolument génial. C'est un endroit incroyable avec des espaces formidables et la possibilité de passer des moments de loisirs. Les Toulousains n'en profitent pas assez. Et je trouve que c'est en faisant ce type d'animation qu'on permet de leur faire découvrir les chevaux, l'hippodrome et peut-être leur donner envie de revenir. Alors Léopold, si je te parle des cravaches d'or, est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Alors non, mais je pense que beaucoup seraient heureux de savoir, dis-nous tout. Eh bien il s'agit d'un prix décerné à un jockey français chaque année. Alors, petit disclaimer pour éviter tout malentendu.
Quand on parle de cravache d'or, ce n'est pas en référence au nombre de coups de cravache donnés à nos chevaux, restons éthiques. C'est tout simplement la plus haute distinction hippique qui récompense le jockey qui a remporté le plus de victoires en un an. C'est un trophée. Il y a aussi la cravache d'argent et de bronze en suivant. La saison commence le 1er mars et s'est clôturée ce jeudi 31 octobre. Et le lauréat de cette année est Maxime Guyon avec 192 victoires au compteur. Le jockey de 35 ans a aussi participé à la Coupe des élevages arabes avec son cheval Molfit ce jeudi à Toulouse, où ils ont terminé 3e. Maxime Guyon remporte sa 4e cravache d'or après les éditions de 2019, 2022 et 2023. Il recevra sa récompense lors du gala des courses qui se tiendra en 2025. Décidément, la semaine du triomphe pour tous nos Français. En tout cas, merci Carla pour avoir mis en lumière ce sport avec ta voix toujours si passionnée. Mais cette fois-ci, avis à tous les fadas de football. Fini les cravaches d'or, direction le ballon rond, le ballon d'or même. Cette session 2024 anime les débats. Rodri ou Vinicius, qui méritait vraiment le trophée? Le ballon d'or compte-t-il toujours autant dans le monde du football? Je vois qu'il y en a un qui grimace à ma gauche. Qu'en penses-tu, Théo de Souza? Je suis pas ici pour faire l'avocat du diable, mais je vais juste souligner quelques points. Les ballons d'or avant Benzema, ils sont parfois un peu plus que contestables, j'ai envie de dire, ce qui a un peu décrédibilisé cette récompense. Souvent, on manque un peu de cohérence dans l'attribution de ce titre. On voit Messi qui prend le ballon d'or face à Lewandowski en 2021. Iniesta, il a jamais été récompensé du ballon d'or en 2010, alors qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il gagne tout avec le Barça. Et celui de Ribéry aussi en 2013 est un peu contestable, même si Ronaldo marque quand même 66 buts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or 2024, il essaye un peu de se racheter avec cette attribution à Rodri? Parce que oui, Rodri est le meilleur à son poste cette année, et il a été récompensé pour sa régularité et son impact global, mais ça laisse un peu perplexe certains fans de Vinicius qui voient un impact plus individuel et plus spectaculaire de ce joueur qui aurait dû être peut-être un peu plus favorisé. Et si je vais dans ce sens, est-ce qu'on peut parler de Carvajal? Carvajal, le gars à son poste, il a été monstrueux. Collectivement, il a tout fait avec l'équipe. Il a rendu l'équipe solide en défense, offensivement, etc. J'ai envie aussi de parler d'un critère. Alors, un critère pour moi qui est bullshit et hypocrite. C'est celui du fair play. Si les stats sont monstrueuses d'un joueur, jamais ce critère y rentre en compte. Là, tu mets Messi à la place de Vinicius. Tous les jours, il a le ballon d'or, Messi. Et puis, mon dernier coup de gueule, ça va être les journalistes votants. Ça, c'est une énorme mascarade, mais je vous jure, depuis plusieurs années, avec le classement absurde et farfelu qui nous sortent, j'ai vraiment pas l'impression de regarder les mêmes saisons de foot qu'eux. Donc je le rappelle juste la règle, en fait, il y a 30 noms qui sont élus par des journalistes des 100 premiers pays du classement FIFA. Donc chaque pays attribue un journaliste qui votera pour eux. Et donc, cette solution, c'était de rendre le vote plus crédible, et pourtant, on voit déjà le journaliste des Salvador, les Salvador qui sont 83e au classement FIFA, ils ont été me pondre un Rodri hors du top 5, et un Vini hors du top 10, Vinicius. Non mais c'est complètement dingue. La Chine et l'Ukraine, eux, qui placent Rodrigo premier. Les gars, ils regardent pas le même foot que nous. Et il y a plein d'incompréhensions en fait comme ça qui rendent un peu le Ballon d'Or moins agréable à regarder et qui le rend un petit peu plus contestable, quoi. Et il y a des journalistes aussi qui font souvent du favoritisme pour les joueurs de leur pays. En fait, ça dérègle un peu les votes. Et j'ai juste envie de finir sur quelque chose, c'est qu'en fait, on sait très bien que cette récompense, elle sera toujours subjective et elle fera toujours débat. Mais pour moi, je le dis, le Ballon d'Or de Rodri n'est absolument pas volé. Et peut-être qu'il ouvre sur une nouvelle dimension du Ballon d'Or qui met peut-être plus en lumière sur de nouveaux postes qu'attaquants. Et ça venge peut-être certains qui ont été privés dans les années précédentes de cette récompense. Bien, j'entends ton argumentation. Romain, tu veux rebondir? Ouais, moi je pense que déjà le premier point où je veux rebondir, c'est que tu parles du Ballon d'Or avant Benzema. On le sait maintenant depuis 2 ans, France Football qui décerne la récompense, ils ont clarifié la mise en place du Ballon d'Or avec 3 nouveaux critères simples et précis à respecter. Un que tu trouves bullshit, mais on va y revenir. Les performances individuelles et le caractère décisif. Le collectif et les trophées remportés, et enfin la classe et le fair play. Donc maintenant on le sait sur quoi ça se base, on sait sur quoi se basent les votes et sur quoi se basent les 30 nominés. Pour ce qui est du respect des critères, je trouve que franchement cette année on a été plutôt correct, ça s'est joué à pas grand chose. Ce qui est des performances individuelles et du caractère décisif, Rodri il l'est dans son milieu à City, même en Espagne. Vinicius pareil sur son aile gauche à Madrid et au Brésil.
Pour ce qui est du collectif et des trophées remportés, Rodri pêche un peu en Ligue des Champions puisqu'il sort en quart de finale avec Manchester City, alors que Vinicius va remporter cette Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, on a la Copa América de Vinicius Junior qui est un peu raté, qui pareil sort en quart de finale, alors que Rodri va remporter l'Euro. Donc pour moi, on est à égalité à ce niveau-là. Et on en vient au dernier critère que tu trouves un peu bullshit, mais ça fait partie du football et ça fait partie des règles de France Football pour ce Ballon d'Or. C'est la classe et le fair play. T'évoques Carvajal, t'évoques Vinicius. C'est des joueurs qui sur le terrain, ils ont la niaque certes, mais ils sont un peu détestables. Ils parlent beaucoup, ils rendent pas le ballon, ils font des fautes grossières. Voilà, c'est un argument, c'est comme ça, c'est France Football. Je pense que si tu veux t'appuyer sur le plus objectif pour le foot, faut parler du trophée du meilleur joueur en Europe de l'UEFA, qui lui récompense simplement et purement les statistiques et le meilleur joueur en football. Et donc on verra, il me semble que c'est décerné en mai ou en avril, si l'UEFA décerne à Vinicius. Mais je pense pas qu'on puisse parler de vol cette année, ça je te rejoins là-dessus. Pour moi, ça a été vraiment très serré et la récompense est entièrement méritée pour Rodri. J'aimerais revenir aussi sur ce que tu dis, sur le fair play, pour en finir. T'estimes que si les stats sont monstrueuses, on ne doit pas rentrer ça en compte. Et donc là, on estime que cette année, c'est ce qui a un peu pêché pour Vinicius. Les stats ne sont pas non plus monstrueuses. Hein. On est à 26 buts, 12 passes décisives. Pour rappel, c'est les stats de Florian Thauvin en 2017-2018. Hein. Non, mais là, tu me dis ça, arrête, c'est pas possible. Le gars, il est élu meilleur joueur de Ligue des Champions, tu peux pas me sortir ça maintenant. Bah, c'est les mêmes stats que Florian Thauvin en 2017-2018. Donc est-ce que Florian Thauvin mérite un Ballon d'Or ? Moi, je pense pas. Je pense qu'on va mettre court au débat. En tout cas, je pense que vous vous rejoignez assez généralement. Merci à vous deux. J'en suis sûr que c'est un débat qui était très attendu. C'est fini pour le Ballon d'Or 2024. À tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais avant ça, comment oublier le traditionnel petit jeu ? 2 équipes, une devinette, une équipe gagnante. Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur ? C'était meilleur. Ah, si il peut répondre parce qu'il est... Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle. D'un côté, Daniel et Nicolas, de l'autre, Jean-Côme et Quentin, et surtout derrière leurs écrans, à vous, internautes, de participer aussi. Êtes-vous prêts ? On est bien chaud là. Bon, veille des élections américaines, j'ai décidé de vous tester sur vos connaissances de l'oncle Sam. Alors c'est parti. Quel président américain a été nommé membre honorifique du Hall of Fame de la NBA ? Barack Obama ? Très juste, évidemment, on le sait tous, Barack est un féru de basket. 1 point pour l'équipe Daniel et Nicolas. Quel sport les présidents américains ont-ils popularisé en installant un terrain à la Maison Blanche ? Le baseball. Le tennis de table, le baseball ou le bowling ? Le baseball. Le baseball pour revenir. Faux. Daniel et Nicolas, parole à... Alors ? Le hockey, on va dire. Il n'y a pas le hockey dans le choix, c'est tennis de table, baseball ou bowling. Alors le tennis de table, désolé. C'est faux, et bah c'est le bowling. Le bowling, magnifique. En effet, Harry Truman a fait installer un bowling à la Maison Blanche dans les années 1940. Et enfin, lequel de ces présidents a été champion de lutte dans sa jeunesse ? Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, Theodore Roosevelt. Eisenhower. Faux, Nicolas et Daniel. Theodore Roosevelt. C'est également faux. Le dernier. Abraham Lincoln, en effet. Theodore Roosevelt était un fan de lutte, mais il n'a pas fait de lutte étant enfant. Oui, Abraham Lincoln a lui été introduit au National Hall of Fame en 1992 en tant que membre honorifique. Avant sa carrière politique, beaucoup disaient que Lincoln était un lutteur accompli. Bravo aux gagnants, une victoire écrasante pour Daniel et Nicolas, 3-0 face à Quentin et Jean-Côme. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le podcast EJT Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. Pensez à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et maintenant YouTube. Merci à Daniel, Jean-Côme, Nicolas, Quentin, Carla ou encore Théo et Romain derrière le micro, Pierrot et Naïs à la régie bien sûr, et Amélie au montage. On se retrouve dès mardi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vivez sport.